moi, si vous voulez, je fais ça par bouche à oreille. Pour moi, je suis connu dans ma région, mais Ouais. je fais ça encore par bouche à oreille, parce que ça marche bien comme ça. Mais parce que quand on dit déguster la terre, tout de suite, ça fait peur. Mais, Ouais. mais bon, de plus en plus, en Champagne, ça y est, on y vient. Donc, Ouais. Et donc les vignerons, ils sont très à l'écoute Ah oui, oui, tout à fait. Ben, en fait, effectivement, que ce soit en Bourgogne, en Champagne ou ailleurs, les vignerons connaissent pas leur sous-sol, hein, ça c'est clair et net. Hein. Ils ont une vague idée, mais aujourd'hui, il leur manque un argumentaire, entre guillemets, à la fois technique. Alors technique, ils peuvent l'avoir quelquefois, hein, bien sûr, hein, il y en a certains qui sont quand même très calés. Par contre, l'argumentaire, le lien entre le sous-sol et le vin et l'argumentaire commercial qu'il y a derrière, ça c'est sûr que c'est un plus. Hein. C'est un plus pour se démarquer, se valoriser et sur différents aspects. Hein. ouais. Par exemple, des vignerons qui commencent à vinifier simplement et ils savent pas quelle parcelle prendre. Donc des gens qui livraient par exemple leur raisin à la coopérative, bon ben ils vont m'appeler et puis on va analyser 3-4 parcelles. Ils vont me dire tiens, j'ai envie de faire un vin comme ci, comme ça. Et on va choisir la parcelle en fonction justement de ce qu'elle nous révèle par la dégustation de la terre. On va choisir la parcelle adaptée entre guillemets au choix de vente entre guillemets du vigneron. Ouais. Et ça marche à chaque fois. Hein. C'est énorme. À l'issue de l'analyse, hein, en principe, on est capable de dire, ben voilà, si vous le vinifiez comme ci, il va faire comme ça. Si vous le vinifiez comme ça, est-ce que c'est bien de le travailler sous bois ou pas Le vin a telle rotation de vente, etc. On est capable de dire ça à la fin de l'analyse parcellaire. Hein. C'est assez énorme. Et donc au niveau tactile en bouche, est-ce que ça fait quand même partie de votre démarche? C'était même la première partie de ma démarche. Hein. D'accord, ok. Avant la partie aromatique tactile. Oui, tout à fait. Hein, parce que l'aromatique tactile, entre guillemets, c'est finalement hyper lié, hein, comme je l'ai dit, hein, grâce à nos récepteurs tactiles olfactifs à l'entrée de la cavité nasale. Mais bon, ça reste entre guillemets assez binaire, si vous voulez. Ouais. Alors que dans le palais, là, c'est quand même. C'est quand même très différent. Et là, pour le coup, autant la cartographie des saveurs, elle est très limitée, enfin, je veux dire très diversifiée sur les individus, autant l'impact, entre guillemets, tactile, enfin textural, structural des éléments est clairement identifié, quoi. C'est ça. Mais pour moi, moi, j'ai clairement identifié depuis un moment. Donc, d'accord. Et c'est reproductible en plus. Hein, donc, mais oui, mais c'est ça qui est très intéressant et particulièrement, comment dire, j'allais dire pas déstabilisant, mais en tout cas c'est quand on déguste un vin avec la dégustation géosensorielle. Alors moi je parle que du toucher de bouche, hein, parce que le toucher aromatique, l'aromatique tactile, on l'a pas abordé. Mais alors il faut un peu d'expérience évidemment, mais on se trompe pas. En tout cas, le vin nous délivre toute sa vérité. Et comme vous dites, c'est complètement reproductible et enfin voilà, un terroir argilo-calcaire ne donne pas du tout la même chose en bouche qu'un terroir granitique ou sableux. Et ça, quelle que soit la région. Il faut juste avoir les clés de lecture. Ouais. Et tout le monde peut y arriver. Hein. Enfin, moi, je fais des séances, des conférences et des séances de dégustation en Champagne, j'en fais beaucoup. Hein. Ouais. Et aussi bien avec des professionnels avertis que des novices totales. Ouais. Et on ressent la même chose. Donc, en plus, c'est vraiment universel. Mais c'est vraiment dans ce sens-là que que ce diplôme... le diplôme, il a été créé à l'initiative de Jean-Michel Deiss pour justement faire émerger cette méthode de dégustation qui se veut être vraiment universelle, à la portée de tous, avec l'apport des neurosciences qui confirme le fait que les capteurs en bouche, on a tous les mêmes, contrairement aux capteurs aromatiques où là on a un aspect culturel qui est très, très marqué. Ouais, vous avez créé votre fiche de dégustation. Qu'est-ce que vous avez fait Moi, je fais mes fiches comme si j'étais devant un client. Et donc, j'analyse la robe, le nez, le palais. Dans le palais, je fais toujours mon rapport si je le ressens, hein, à la typicité du sous-sol. D'accord. Et parce qu'en fait, je me base sur le principe que la personne qui s'y connaît pas, elle va se dire, ok, bon,
Mais la personne qui s'y entend un petit peu va commencer à se dire, tiens, effectivement, là, on a un vigneron qui est un peu plus proche de son terroir, qui le connaît bien, etc. Okay. Et en Champagne, les différences d'autres vignobles, c'est que les vignerons ont des parcelles qui sont très éparpillées. Donc, quelquefois, on a vraiment quelquefois, on a des vagues, beaucoup d'assemblages où là, les choses se nouent un petit peu, entre guillemets. Ouais. Et puis, parfois, sur certaines cuvées, vous êtes, entre guillemets, sur des parcellaires sans savoir. Chez les vignerons qui font des petits volumes, il y a beaucoup de cuvées millésimées, par exemple, qui sont que des parcellaires. Les cuvées des rosés de saignée sont généralement que des parcellaires. Ouais. Et ça, les gens ne savent pas, par exemple. Alors, je dis pas que c'était pas comme ça partout, hein, mais en Champagne, moi, je me suis amusé, entre guillemets, à identifier, enfin, essayer d'identifier les parcellaires. J'en suis déjà à 300 cuvées, là, et encore. C'est juste ça que je connais. Mais... Ouais, c'est vrai qu'il y a des vignerons qui connaissent très très bien leur vigne, leur terroir, mais il y en a quand même une grande majorité qui n'ont pas fait le lien entre la structure du sol, du sous-sol, et la structure de leur vin. C'est évident, hein. Et lorsqu'on fait l'analyse parcellaire des fosses, là, les vignerons, je peux vous assurer qu'ils sont... non seulement ils sont ravis, non seulement de voir le sous-sol, mais de voir un peu comment la terre... parle, entre guillemets. Et lorsque vous commencez à travailler en biodynamie et autres, et que vous commencez à déguster, et là vous voyez vraiment la différence. Ouais. Et vous comprenez que les vins, entre guillemets, ressortent des fraîcheurs qui ne sont pas liées à l'acidité, donc qui sont liées à d'autres choses. Hein. Et c'est là notamment où c'est dommage justement de ne pas parler d'aromatique, parce que tout ce qui est un peu menthe, anis, enfin toutes ces notes-là qui sont un peu... entre guillemets, qui sont très typiques lorsque vous commencez à travailler les sols, entre guillemets, eh bien, ce sont des molécules qui activent nos récepteurs thermiques, donc de la langue, du palais, etc. Ouais. Et donc, qui activent donc une sensation de fraîcheur qui est très différente de l'acidité. Et ça, c'est un moyen de différenciation quand vous dégustez, par exemple. Vous dégustez un Côtes-du-Rhône, un village, vous achetez 2 Côtes-du-Rhône village à, on va dire, à 9 €. Bon, il y en a un où vous allez sentir un côté crépiteux de 15 degrés d'alcool, et l'autre, vous n'allez pas le sentir. Parce que justement, la sensation de fraîcheur va vous donner une sensation d'équilibre. Oui. Et là, c'est uniquement de l'influence de l'aromatique. Enfin, pas que, mais l'influence de l'aromatique, elle est là. Et ça, c'est bien du sous-sol, par le travail des sols, par le fait que les racines rentrent dans la roche, s'incrustent dans la roche, ou pas, quoi. Donc c'est dommage de ne pas parler d'aromatique, oui. Alors nous, telle qu'on nous la présente, la géosensorielle, elle ne se veut pas être une approche exclusive, mais au contraire, une approche qui s'intègre dans une approche plus globale où on va aussi intégrer la sensorielle. Mais c'est vrai qu'on pourrait, enfin, dans cet enseignement-là, pousser la démarche jusqu'à effectivement avoir... Mais on l'a évoqué, mais ce n'est que au travers de l'apport de Stéphane de Renancourt qu'on a eu cette piste-là que jusqu'à présent on nous avait pas présenté, quoi. Donc oui, donc pour vous, clairement, la dégustation géosensorielle est un outil de valorisation des vins de lieu. Et c'est une réalité, voilà. Donc oui, de toute façon, c'est la conclusion. Non, mais on va dire que c'est une autre voie, hein, parce qu'il n'y a pas que celle-ci. Hein. Non. Mais bon, pour moi, c'est la plus naturelle, parce que le marketing, c'est bien, mais le marketing lié au naturel, c'est quand même mieux, je pense. Eh ben, oui, je pense que le vin de lieu sont des produits où l'authenticité est, voilà, et donc un discours authentique, clairement, c'est, je pense, une des attentes aujourd'hui du consommateur qui est beaucoup plus sensibilisé à ces notions-là qu'il y a peut-être encore quelques temps. Oui, et puis moi, les vignerons, ce qu'ils me disent aussi, c'est que vis-à-vis aujourd'hui des importateurs, des amateurs éclairés, ils ont peur de raconter des bêtises. Et voilà. Il y a ça aussi. Ceux qui sont pas très à l'aise avec tout ça, mais par contre, qui font des jolis vins, ils sont pas trop à l'aise et ils veulent en savoir plus, ils veulent être formés, etc. Donc ça, c'est effectivement aujourd'hui, moi ça fait depuis
depuis 90 que je travaille sur les notions de terroir à Imagine en Champagne. À l'époque, on n'en parlait pas du tout. Ouais. Et comment ça Donc, vous est venu? Quel a été le... moi, sortir mes études, j'ai eu la chance de parcourir la France. Ouais. Et c'était en Bourgogne la première fois où j'allais voir un vigneron. Et puis le vigneron, il était sur son enjambeur, etc. Et j'attendais et j'ai ramassé des cailloux. Et puis j'ai commencé à les gratter. D'accord. Voilà, et puis j'ai sorti quelques odeurs assez particulières. Et puis dans les vins, je les ai ressentis aussi. Et donc je me suis tué à l'époque. Et j'ai cherché de mon côté. Et puis justement, j'ai recherché un peu, parce que personne ne travaillait là-dessus. Il n'y a aucun écrit, il n'y a jamais rien eu. Et donc, je me suis fait un peu mon 3 mois. Donc j'ai recherché un peu de manière un peu scientifique comment pouvaient être ces liens, entre guillemets, entre la constitution des roches. Parce que moi, je vais jusqu'à la constitution minérale, pour comprendre un peu ce qui se passe. Ouais. Et donc, refaire un petit peu un synoptique, entre guillemets, de relation entre les différents éléments. Donc, que j'ai fait, mais pas complètement, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas aujourd'hui. Certains métabolismes dont on ne s'occupe pas, par exemple. Ouais, j'ai fait beaucoup de biochimie, donc j'ai mis à tout ça aussi. Ouais. Moi, c'est des choses qui me font pas peur. Donc, je m'amuse bien. Ouais, parce que ça peut être... moi qui suis personnellement pas du tout issue d'une formation scientifique, c'est vrai que ces notions-là, elles font peur. Elles font peur quand même. Oui, non, mais c'est sûr que c'est très compliqué. Ouais, c'est complexe. Faut pas le cacher. Et moi, le but du jeu, c'est de rendre les choses palpables. Et justement, la dégustation permet de rendre les choses palpables. Alors, les explications sont bien, bien sûr, les gens aiment ça aussi. Mais quand vous avez l'explication plus la dégustation qui suit, et là, vous ne trichez plus. Je veux dire, quelquefois, on peut faire des discours, les discours, tout le monde peut en faire, mais après, il vient nos veritas. Donc, c'est ça. Oui, ou alors, chez nous, il y a pas mal d'assemblages. Donc, je vais vous donner un exemple. Oui. J'étais chez Lançon il n'y a pas très longtemps. Donc, Lançon, au départ, c'est des grands assemblages. Puis quand vous commencez à monter, vous êtes sur des vins qui sont l'assemblage simplement de quelques parcelles de cru. Donc, vous avez 5-6 villages. Et là, on commence à retrouver des typicités. Ouais. Et quand vous dites, tiens, là, on a des pieds noirs qui sont très versonnés, cette partie-là de versonnés, évidemment, on dit, oui, c'est quand on achète nos versonnés. Ouais. Donc, on arrive à retrouver quand même, si les vins ne sont pas trop assemblés, bien sûr, des typicités fortes quand même. Parce que ça, c'est comment, justement, comment finalement, quel est, parce que dans les vins de champagne, il y a non seulement il y a l'assemblage, mais il y a aussi l'effet gazeux, la bulle. La saturation. Oui, mais ça, en fait, ça, c'est, si vous voulez, c'est un peu le côté magique. Et souvent, les gens, quand ils commencent à déguster le champagne, ils ont un peu peur, justement, de la bulle. Alors qu'en fait, quand vous prenez votre champagne en bouche, généralement, l'effervescence, vous l'avez au départ, mais elle se fond rapidement et elle laisse parler le vin. Ouais. Et dès que vous faites abstraction de ça, le vin vous parle. D'accord. Alors, à moins que vous ayez vraiment une effervescence très mousseuse et très marquée, quoi. Moi, je déguste à peu près 3000 champagnes par an. Ça m'arrive pas trop. Donc, et donc la notion d'assemblage finalement peut ne pas gommer l'effet terroir si on est sur un assemblage subtil. Exactement. Par exemple, si vous assemblez 40 parcelles de craie, vous aurez toujours la craie. Ouais. Où est-ce que je veux dire? Après, bien sûr, je dis ça, c'est assez cliché, mais en même temps, c'est vrai. Et puis, si vous commencez à assembler de la craie avec un peu d'argile, vous allez le ressentir aussi. Jusqu'à un certain point, on est d'accord. Parce qu'après, oui. Après, il faut être, puis il faut être cohérent dans sa démarche aussi. Il faut rester sur le même secteur, quoi. Sinon, ça veut plus rien dire. Voilà. Après, vous avez des 20 secteurs, et là, vous reconnaissez un peu les secteurs aussi. Vous voyez. Ouais. Donc, jusqu'à un certain point, en fait, vous avez plusieurs niveaux de lecture de l'aspect entre guillemets terroir. C'est-à-dire que vous avez l'aspect presque sous-parcellaire, parce qu'il y a aussi des cuvées sous-parcellaires. C'est l'aspect sous-parcellaire, parcellaire, de lieu-dit, de secteur, de cru,
de 2 crus, 3 crus, 5 crus qui sont les uns à côté des autres, puis après vous commencez à être sur du sous-régional et du régional. Et donc, effectivement, au bout d'un moment, vous perdez un peu ce niveau de lecture locale, hein, bien évidemment. Ouais. Mais bon, après, vous restez dans une typicité régionale, comme on peut l'avoir dans n'importe quelle région. Ouais. Mais effectivement, quand vous travaillez à la parcelle, mais bon, il n'y a pas très longtemps, j'ai analysé une parcelle de craie, qui est une grande parcelle de craie chez un vigneron, qui a 8 champagnes dans sa gamme, et la parcelle rentre à peu près dans 5 cuvées de la gamme. D'accord. Donc vous voyez, c'était bien de voir, et en plus la parcelle, quand on déguste les autres champagnes, elle ressort bien, enfin, on sait que c'est elle, quoi. Donc vous voyez, après, donc là, faut vraiment connaître les finages et là, les parcelles en question, quoi. Et là, est-ce que dans votre rapport et dans votre consultation, vous êtes en capacité de dire, conseiller le vigneron à finalement produire un nouveau champagne issu d'une seule et même parcelle plutôt que de l'assembler. Okay. Oui, tout à fait. Hein. Ça s'est produit pas plus tard que juste après le confinement. Hein. J'étais à Vertu, un vigneron qui faisait un assemblage sur un haut de gamme, qui faisait un assemblage de 2 parcelles. On a fait une fois sur une des deux, hein, parce que celle-ci, je la sentais bien. Et effectivement, on est sur une craie qui est exceptionnelle. C'est une craie silex, en plus, c'est qui est assez rare sur le secteur de Vertu. Et avec un côté iodé, marin, d'une finesse et d'une élégance absolument folle. Et donc, je lui ai dit d'arrêter l'assemblage de 2 parcelles, de se concentrer sur celle-ci. Il fera peut-être 400 bouteilles en moins, mais au moins, il pourra valoriser plus avec une histoire derrière, un argumentaire. Oui. Ouais, c'est clair. Et du coup, au niveau des tarifs, est-ce que dans les prix pratiqués par les vignerons, est-ce que justement cette démarche-là leur permet de mieux valoriser financièrement leur travail? Alors moi, quelquefois, ça permet d'avoir simplement un argumentaire, à la fois technique pour eux, pour leur travail, et puis bien sûr l'argumentaire commercial. Et puis parfois, effectivement, ce sont des cuvées qui vont être fortement valorisées. Enfin, quand je dis fortement, ça va sortir de la gamme. Quelquefois, ce sont des vignerons qui font que des parcellaires, etc. Chaque cas est presque différent. Mais là, sur ce que je vous ai donné comme document, c'est quelques exemples de dire pourquoi faire l'analyse. Mais en fait, finalement, vous adaptez aux besoins et vous adaptez à la parcelle. C'est pas ça, c'est qu'à la fin de l'analyse de parcelle, moi, je te donne plein d'infos. Après, pour les vignerons, à eux de voir ce qui les intéresse ou pas. Bon, après, ils me disent, tiens, cette cuvée-là, on la verrait comme ça, ils demandent mes conseils, c'est sûr. Et en fonction de ça, et de leur gamme aussi, après, c'est du marketing. Donc après, j'ai un peu d'expérience là-dessus, donc on essaye un peu de les aider, mais c'est quand même à eux de prendre la décision finale, quand même. Ouais, c'est eux. Et par contre, moi, je vais leur donner un peu mon point de vue. Parce que, effectivement, comme je travaille sur toute la Champagne, je commence à avoir, effectivement, même d'un point de vue marketing, les reconstructions de gamme, etc., un peu même lors des assemblages, on commence à voir que les choses évoluent quand même, donc les gens demandent vraiment à être accompagnés. Et vous travaillez tout seul? Oui. Et vous faites face à la demande? Comment? Et vous arrivez à faire face à la demande, parce que j'imagine que ça doit quand même interpeller pas mal de gens. Oui, mais comme je vous dis, moi je fonctionne par bouche à oreille. Ouais. Donc, il y a des moments où c'est compliqué, et puis des moments où ça l'est moins. Donc c'est des moments où on a un peu plus de temps, parce que je suis pas que ça. Parce que je vois que vous faites pas mal de formations aussi. Oui, comme je suis formateur aussi pour l'école des vins de Bordeaux et l'école des vins de Bourgogne. Et puis pour le syndicat des vignerons en Champagne, donc je voyage un peu aussi. Mais toujours avec, dans mes conférences, par exemple, je suis seul à faire un zoom terroir très fort. Par exemple, quand j'atterris sur Bordeaux, je fais et la dégustation qu'on en fait, moi je le fais sur le sensoriel. D'accord. Parce que ça, c'est l'expérience que j'ai un peu dans toutes les régions viticoles, donc je travaille de la même manière dans toutes les régions viticoles. Je commence par le sous-sol, en fait. Donc, et lors de la dégustation, on y arrive très bien, même
sur les assemblages de Merlot, de Cabernet, etc., on arrive à retrouver quand même. Si on a la lecture du vin, bien sûr. Hein. Si on n'a pas de lecture, bon, tous les vins ne sont pas des vins de terroir. Donc, oui, c'est là où intervient la dégustation géosensorielle. Elle est là aussi pour nous dire où est le terroir, où il n'est pas, quoi. Ouais, exactement, tout à fait. Donc quelquefois on n'a pas de signal, on n'a pas de, ça. On n'a pas d'information par la dégustation. Donc là, on sait, bon, soit on est sur des grands assemblages, ou alors des pressurages spécifiques. Ouais, ou des vins industriels. Enfin, après, il y a plein de choses. Hein, parce qu'il y a le sous-sol, mais après, il y a comment on révèle le sous-sol. Donc, enfin, les composantes naturelles du terroir, hein, dans leur globalité. Mais c'est pour ça qu'en vinification, si vous avez conscience de votre potentiel vinique par le naturel, je pense qu'après, vous arrivez mieux à le révéler. C'est ça, ouais. Ou en tout cas, vous avez conscience déjà, et après, vous faites ce que vous voulez. Par exemple, en ce moment, il y a une mode un peu à Paris, dans les restaurants, sur les cuves oxydatives. Ouais. Les cuves oxydatives, derrière, vous pouvez chercher le terroir. Ça devient compliqué, quoi. Alors, quelquefois, vous l'avez bien, mais il faut que ça soit... il faut que ça soit... l'avoir par le fût, hein, donc... Ouais, il faut que ça soit maîtrisé, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais, donc effectivement, en fait, la dégustation géosensorielle et cette approche par la lecture du sous-sol est vraiment une façon de mettre en conscience, de permettre aux vignerons de prendre conscience du potentiel de son terroir. Ouais, tout à fait, hein, de sa parcelle, hein, de ses parcelles, et du potentiel vinique. Hein, c'est ça. Parce que derrière l'analyse parcellaire, c'est quand même le vin qu'on va chercher, le consommateur. Ouais. Hein. Et à la fin de l'analyse, on arrive, comme je le dis, hein, on arrive à, entre guillemets, pas à déduire, mais à entrevoir ce que va être le vin. Et on pourrait même aller, hein, pour une vinification classique, aller voir même des accords culinaires. Oui, je me souviens que vous faisiez beaucoup avec l'expérience. Et moi, c'est ce que je propose, hein, quelquefois, avec des vignerons qui font venir la presse ou des journées portes ouvertes. C'est ce qu'on fait. On fait une fosse. Donc, on fait venir les gens. Et puis, on fait déguster cela simplement par le nez, hein, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc, la terre, on fait déguster le vin issu de la parcelle et on l'associe. Et en fait, moi, je leur donne le cheminement, en fait, de pourquoi on a cherché ces éléments-là. Que l'intuition, entre guillemets, des accords vient de la terre déjà. Que déjà, par l'analyse de la terre, on savait déjà quel type de vin on allait, quel profil, dans quel profil culinaire on allait chercher. Et après, on affine avec le vin fini. C'est fou, n'empêche. Hein. Quand on y pense, c'est ça. Mais vous savez, moi, je suis toujours le premier buffet. Les vignerons aussi, mais moi, je suis toujours sur chaque parcelle, même si on sait à peu près ce qu'on va trouver. Mais quelquefois, non. Hein. Sur les cartes ne sont pas précises. Hein, donc, l'analyse cartographique que l'on fait au préalable, elle nous aide juste à savoir où on est, si vous voulez. Mais après, chaque parcelle était travaillée historiquement différemment, etc. Les mouvements de terrain, enfin... Et puis, chaque parcelle est donc une page blanche qu'il faut gratter pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Chaque parcelle est unique. Hein. Ouais. Et c'est ça qui est passionnant. Hein. Et vous avez jamais été contacté par des vignerons étrangers ? Ah si, j'ai déjà un vigneron japonais aussi. Un vigneron japonais, d'accord. Ouais, un domaine sur Kyushu, donc tout là-haut, c'est du basalte, hein, donc c'est compliqué. D'accord. Un vigneron qui est venu passer 3 jours en Champagne, parce que son patron voulait faire un vin effervescent, puis il n'y arrivait pas en fait. Hein. Ouais. Et effectivement, sur les basaltes, hein, donc le basalte, hein, c'est la lave, hein, donc c'est un côté très feu et très argileux, donc c'est puissant, c'est riche, et il y a un côté feu beaucoup plus fort que le silex. Ouais. Et pas plus fort, mais différent. Ouais. Et effectivement, ils avaient du mal à faire un vin léger, fin, etc. Ouais. Donc là, effectivement, on leur a dit de travailler d'une façon particulière pour essayer de raffiner un peu ça. Ouais. Donc notamment le travail en fût, etc. D'accord.
Donc ça, des conseils de vinification, vous allez jusque-là aussi, hein? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, parce que c'est quand même... Si la parcelle nous donne l'information. Ouais. Je vous donne un exemple. Hein. J'ai fait 2 parcelles à Conduit, je ne sais pas si vous connaissez en Champagne. 2 parcelles de craie qui se ressemblaient, hein, au vote bas de coteau. Et une où la craie s'exprimait fortement avec des odeurs classiques. Et l'autre où la craie n'a rien donné. Il n'y a rien du tout. Hein. Pourtant, je suis allé la chercher en la grattant fortement. Ouais. Donc ça, c'est typique hein, de terroir à réduction. Le vigneron me dit, effectivement, cette parcelle-là, en vinification, elle réduit toujours. Alors oui, vous avez des trucs comme ça qui dépassent un peu l'entendement, quoi. Ouais. De parcelle très de la même manière, à distante de à peu près 150 mètres, c'est assez bluffant. Hein. Ouais. Donc là, expliquer les trucs, elles ont toutes reçu les mêmes doses de traitement, etc. Parce que souvent, en œnologie, on nous dit, ouais, c'est le cuivre qui réduit les vins. Je veux dire, mais quelquefois, j'ai eu les mêmes éléments, alors que les personnes n'utilisaient pas du tout le traitement. Très peu de cuivre par rapport aux autres. Donc, il y a quand même des choses un peu bizarres. Et ouais, la dégustation nous le dit. Hein, après, il faut savoir, avec l'expérience, il faut savoir lire entre guillemets. Mais c'est assez fou. Ouais, parce qu'on a tendance toujours à chercher dans un vin la correspondance entre la pratique du vigneron et le rendu final, alors qu'en fait, on oublie que le sous-sol aussi transmet des informations et quand vous parlez de ce terroir qui ne donne rien aromatiquement et qui produit des vins où la réduction est forte, c'est quand même... par exemple, vous voyez, cette parcelle-là, le vigneron la faisait... la rentrer en assemblage dans son brut sans année, enfin dans sa cuvée classique. Hein. Ouais. Alors que moi, je lui dis plutôt de le mettre dans son millésime. Parce que comme c'est des parcelles qui réduisent, donc ce sont des parcelles qui vont s'exprimer avec le temps. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, ces parcelles-là, elles rentrent dans sa cuvée millésimée. Oui, ce sont des éléments qui vont vous permettre après de valoriser encore mieux votre parcellaire en vinification et même dans votre gamme. Ouais. C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais je peux vous en donner 50 comme ça. Mais après analyse, je rends toujours un dossier entre 30 et 150 pages, ça dépend du nombre de parcelles. Ouais. Où justement, je relate l'histoire géologique du secteur. Et puis après, on va zoomer de plus en plus vers la parcelle avec le compte-rendu de l'analyse de la parcelle et puis justement les conclusions et perspectives par rapport à ça. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Là, je crois qu'on a quand même abordé pas mal de choses. Ouais. Et puis, très bien, ça marche. Un plaisir d'échanger là-dessus parce que c'est mort. Ouais, et puis il y a beaucoup de choses à faire. Franchement, c'est très, très, très vaste. Le chantier est grand. Oui. Puis comme je vous l'ai dit, moi, ce que je fais sur l'olfactif, c'est pas l'olfactif pour l'olfactif, c'est vraiment parce que derrière il y a des informations qui sont rendues. Hein. Ouais. Parce que les odeurs par cépage sont liées aussi au sous-sol, donc vous avez ensuite par les levures. Mais... Ok, très bien. Écoutez, j'hésiterai pas à revenir vers vous si j'ai une question quand je serai en mode rédaction de mon truc, de mon mémoire. Et merci beaucoup. Et puis de toute façon, je resterai en contact avec vous pour proposer une de vos interventions à l'Université des Grands Vins en Alsace. Voilà, je parlerai de vous. Voilà, merci beaucoup et puis très bonne journée et à bientôt. Merci. Également, puis bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.